Passons maintenant à l'invité de ce soir. On parle du Mali où Boubou Cissé et Ras Bat ont été relaxés par la cour d'appel. Nous serons du côté du Tchad. Saleh Kebzabo jette l'éponge dans la course pour la présidentielle. Et puis en France, Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation par un tribunal. On en parle avec maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel Niaoui. Le Mali, je le disais, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a prononcé l'annulation de la procédure qui visait 7 personnalités poursuivies pour complot contre le gouvernement, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et l'activiste politique Ras Bat. Ceux des prévenus qui étaient incarcérés devraient être remis en liberté, puisque jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, ils sont toujours maintenus en détention malgré donc l'annulation de la procédure. Maître, ici, est-ce qu'on doit parler d'une simple procédure judiciaire ou d'une procédure plutôt politique? Enfin, l'un n'est pas loin de l'autre. Mais en tout cas, pour ce que nous savons de cette affaire, ces ramifications politiques sont tellement imbriquées qu'il est difficile de n'y voir qu'une simple affaire purement judiciaire, compte tenu du pédigré des personnes impliquées, de leur nombre aussi, parce que ce n'est pas par hasard si le Premier ministre se retrouve aux côtés d'un activiste de premier ordre. Ce Ras Bat, c'est quand même une référence de militantisme de qualité. Je veux dire, militantisme de qualité pour dire par opposition à un démagogue simplement illuminé, quoi. Donc, effectivement, il y a des connotations politiques assez prononcées dans cette affaire. C'est toujours pareil. C'est très délicat lorsqu'on ne sait pas exactement de quoi le dossier est fait. Il y a tout un faisceau d'éléments composites qu'on a essayé de qualifier juridiquement pour faire une affaire, mais jusque-là, on ne nous dit pas exactement ce qu'on leur reproche. Ce que nous savons, c'est que la Cour d'appel a annulé une procédure et que le parquet général se pourvoit en cassation. Oui. Alors, ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée et que, en tout cas, il y a des forces qui sont déterminées à aller plus loin. On va voir lesquelles et on va voir avec quels moyens et quels arguments. Mais dans tous les cas, je vois que la batterie d'avocats qui est constituée autour des principaux inculpés promet de croiser le fer avec détermination. Alors justement, vous faites bien de souligner ce point où la chambre d'accusation de la cour d'appel annule la procédure, mais il y a un pourvoi. Est-ce que, en l'espèce, le pourvoi empêche l'exécution, c'est-à-dire au moins qu'on remette les personnes en détention en liberté? Non. En fait, le pourvoi du parquet général n'est pas suspensif de la décision qui a été prise, s'agissant d'une décision qui a été prise par la Cour d'appel, agissant en tant que juge des libertés. Oui. D'accord. Donc, comme la liberté est de principe, dès lors que, à la faveur de la décision de la Cour d'appel, ils sont toujours présumés innocents, pourquoi les maintiendrait-on en détention en attendant que la Cour suprême examine le dossier en cassation? On ne va pas faire ce cadeau supplémentaire au parquet pour maintenir les gens en détention, alors que, par principe, ils sont présumés innocents et que la décision qui a été rendue par la Cour d'appel, annulant la procédure, doit avoir pour conséquence immédiate leur mise en liberté automatique. Oui. Il y a donc une violation ici. Le maintien en détention ici est une violation qu'il appartiendra au parquet général de justifier. Mais dans tous les cas et dans tous les systèmes juridiques modernes, c'est une violation de leur présomption d'innocence. Maître Kassoum Tapo, qui est l'un des avocats du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, disait déjà aucun juge ne pouvait poursuivre un dossier pareil parce que il estime que c'était un dossier vide pour lequel on a voulu instrumentaliser la justice.
quand on regarde, on suit un peu les accusations qui sont portées, les personnalités contre lesquelles les accusations sont portées, les milieux desquels proviennent ces personnalités. On a l'impression de choses qu'on met ensemble pour former un tout dont l'assemblage est difficile à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a ici une espèce de composite, un magma de choses auquel on a essayé de trouver un habillage juridique pour en faire une affaire, alors que tout le monde proche du dossier semble dire que c'est une non-affaire. Bon, je suis frustré de ne pas pouvoir en dire plus parce que je ne connais pas véritablement quels sont les éléments de fait et la façon dont on les a qualifiés, malheureusement, et c'est là toute la limite aussi de l'exercice, parce que c'était un dossier qui était à l'instruction, donc couvert par le secret de l'instruction, et vous avez vu que le délibéré aussi était un délibéré qui a été fait à huis clos. Bon, donc à partir de ce moment-là, peu de gens savent exactement quels sont les éléments constitutifs des délits ou crimes qui sont imputés, et quels sont les faits qui ont été articulés pour recevoir la qualification ou les qualifications qui ont été retenues. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, le principe doit être défendu de façon implacable, c'est-à-dire le principe, c'est la présomption d'innocence, et quand il y a présomption d'innocence, il ne peut pas y avoir détention provisoire. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas possibilité de négocier. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, qui tente de se relever du coup d'État d'Ibeka d'août dernier, a besoin de cette affaire? Le Mali est aujourd'hui sur une voie de transition. Dans quelques mois, on va se diriger vers des élections pour installer un régime normal. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Écoutez, non, nulle part on a besoin de ça. Je veux dire par là que on n'a pas besoin lorsqu'on est dans le débat politique, qui est un débat qui doit être à chaque fois alimenté par une confrontation des idées. Alors quand on est dans la pure confrontation des idées et que finalement, à court de ressources dialectiques, quelqu'un use la force de la justice, parce qu'on dit force doit rester à la loi, c'est-à-dire qu'en fait, on dévoie la loi pour se donner la force de pouvoir contraindre son adversaire potentiel. Quand on fait cela, à chaque fois, c'est un échec. Donc, c'est pour ça que je dis, le Mali n'a pas plus besoin de ça qu'aucune démocratie naissante ou complètement installée dans le monde. Aucune. Mais là, dans le cas du Mali, justement, et c'est tout le problème, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, on ne fait pas les bons procès aux gens qui sont vraiment coupables de quelque chose. Je veux dire, la semaine dernière, moi je l'appelle toujours le capitaine Sanogo, parce que bon, je ne comprends pas pourquoi on peut deux capitaines être propulsés à général sous prétexte qu'on a fait un coup d'État. Non, bon, le capitaine Sanogo est en train, bon an mal an, subrepticement, d'échapper aux griffes de la justice, alors qu'il a des crimes de sang sur la main. Là, on n'est pas dans un débat creux et purement théorique de présomption d'innocence. Il y a eu des gens qui sont morts et qui sont morts à la suite de règlements de compte qui ont été perpétrés par des gens de son camp, peut-être sous ses ordres ou peut-être dans son intérêt, lorsqu'il avait fait le coup d'État en 2012. On n'a pas réussi à faire son procès. Il a été en détention. Tout le dossier est constitué, mais on n'a pas fait ce procès-là. Maintenant, on est en train de vérifier si, à la faveur de la loi d'amnistie, on peut essayer de trouver un moyen pour lui faire échapper à la justice en disant que finalement, tout ça, c'est fini. Au nom de la réconciliation, il faut mettre un sable pudique dessus, et puis c'est fini. Alors, si on fait ça de ce côté-ci, pourquoi alors devrait-on, et au nom de quelle nécessité de justice devrait-on faire le procès des Boubou Cissé et autres, dont jusqu'à présent on ne sait pas exactement ce qu'on leur reproche tout à fait, alors que dans l'autre dossier, on sait exactement ce qui s'est passé, on connaît les morts et ils demandent justice pour eux d'abord, eux-mêmes et leurs familles, mais aussi pour justement le salut national, parce que à chaque fois qu'on fait des réconciliations en faisant litière des principes de justice, on finit toujours par le payer plus cher. Parce que demain, vous aurez encore des bains de sang qui vont se régler
par des amnisties au nom de la réconciliation. Alors, à quel moment est-ce que l'État a une autorité? Or, au Mali, précisément, le vrai problème, c'est l'autorité de l'État. Donc, restaurer l'autorité de l'État, c'est lui donner les moyens de pouvoir exercer avec la prégnance qu'il faut toute sa souveraineté. Mais il n'arrive pas à le faire dans les affaires courantes de la nation. C'est-à-dire, je mets au titre des affaires courantes, la justice. Maintenant, au niveau militaire, il est complètement défaillant. Et on dit qu'on est dans un régime de transition, c'est-à-dire un régime d'exception, où justement il faut en profiter parce que justement on n'est pas redevable à quiconque, puisque régime de transition, régime d'exception, justement il s'agit de faire le ménage pour que désormais on puisse y voir plus clair et qu'on gouverne autrement. Alors voilà une transition qui est complètement plombée par des affaires qui de ci de là vont être mal gérées et la réconciliation n'arrivera pas. Parce que on ne va pas dire à des gens tout le temps les mêmes, écoutez, acceptez de souffrir, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que on ait la paix. C'est-à-dire, en fait, on a la paix avec la baïonnette à la tempe, quoi, en gros. Tenez-vous tranquille parce que vous avez un canot pointé sur la tempe. Non, on n'a pas la paix comme ça. Et on ne réussit pas une transition comme ça. Une transition devrait déboucher sur des décisions fortes, déterminées, et où les gens qui, justement, parce qu'ils ont des alliances politiques qui les ont inhibés, vont pouvoir se désinhiber. Oui. Et régler les problèmes de l'État, c'est aussi régler les problèmes qui sont latents en justice. Qui sont en instance ou en souffrance, comme vous voulez. Mais si la justice ne s'est jamais exercée, elle ne s'exercera jamais sous le régime de quelqu'un qui va être soupçonné de le faire pour régler des comptes avec X ou Y. Donc celui qui va hériter du pouvoir va hériter des problèmes, et quand il va vouloir les régler par la justice, parce que c'est la seule voie convenable, on dira qu'il le fait pour régler des comptes à d'anciens adversaires ou de prochains challengers. Vous voyez que finalement, en ne réglant pas le problème, c'est le petit tigrion qu'on a maintenu dans le sac de jute qui va devenir un gros tigre plus tard. Alors qu'aujourd'hui, il est encore inoffensif. Vous le rendrez plus dangereux plus tard en le laissant grandir. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, oui, absolument, le Mali n'a pas besoin de ça. Le Mali a besoin d'un pouvoir plus fort qui prend des décisions fortes pour changer ce que les autres n'ont pas réussi à changer. Dernière question sur le sujet, maître. Là, j'interroge surtout l'avocat que vous êtes quand, dans une procédure, la Cour d'appel annule la procédure, demande l'annulation de mandat de dépôt. Pour l'avocat, est-ce que ça veut dire, ça corrobore simplement la légèreté du dossier? Oui, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé par confesser ma frustration pour ne pas savoir exactement quels sont les linéaments de ce dossier et quels sont les faits même qui le constituent. Oui, absolument. Quand la Cour d'appel, parce que là, justement, il a fallu faire exercer un recours, quand, à la faveur de ce recours, le juge de l'instance supérieure vient dire non, ce qui a été fait a été mal fait, j'anéantis tout, c'est que forcément quelque chose avait dysfonctionné au premier niveau. Et c'est une chance qu'il y ait un second degré de juridiction qui permette de rectifier ce qu'un juge pécamineux a pu faire en première instance. Mais bon, ce n'est pas nécessairement une question d'incompétence ou de plus de sévérité ou de méchanceté, c'est toujours des questions d'interprétation. Voilà, comme disait Spinoza, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est toujours des questions d'interprétation. Le Tchad maintenant, on parle de la présidentielle. Le principal opposant au régime d'Idriss Déby, Saleh Kebzabo, a retiré lundi sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Le patron de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau accuse le président Déby, favori pour un 6e mandat, d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Le désistement de Saleh Kebzabo est intervenu au lendemain d'une tentative d'arrestation à N'Djamena de Yaya Dillo, un autre candidat déclaré. L'opération s'est soldée par la mort d'au moins 2 personnes à son domicile. C'est
une opération militaire qui avait choqué beaucoup, puisque la mère et un des neveux de l'opposant ont été tués dans cette opération. Vous pensez que Saleh Kebzabo fait acte de solidarité, fait bien de se retirer de la course à la présidentielle? Écoutez, en tout cas, on peut saluer le courage et la geste politique de quelqu'un qui finalement sacrifie peut-être une chance d'être élu président pour y avoir été 3 fois avant contre Idriss Déby. Non, 4 fois, exactement 4 fois contre Idriss Déby. Bon, le problème ici, c'est qu'il y a un débordement de violence totalement injustifié, indéfendable, inexplicable. Parce que on est à la veille d'une élection présidentielle, on a l'impression que les challengers potentiels sont incriminés de toutes parts et on débarque chez eux pour les arrêter et on nous explique qu'on est venu pour faire une interpellation avec un char d'assaut et que c'est avec le char d'assaut, c'est-à-dire un élément d'artillerie lourde, qu'on a défoncé le portail de la personne dont on veut s'assurer. On n'a pas trouvé aucun autre moyen de s'assurer sa présence. L'a-t-on convoqué? Combien de fois ne s'est-il pas présenté? Lui a-t-on notifié les charges qui pouvaient potentiellement peser contre lui? Lui a-t-on permis de se faire assister d'un avocat pour se présenter devant tel juge? Tout ça n'a pas été élucidé. Et subitement, on nous dit, on est venu pour l'arrêter. Et pendant l'opération, il y a eu des coups de feu qui ont entraîné la mort de sa mère et d'un neveu ou d'un fils ou je ne sais quel membre de son entourage. Oui, c'est suffisamment navrant pour que Monsieur Saleh Kebzabo en tire les conséquences pour se dire que cette fois-ci, ce ne sont plus des élections, ça tourne au pugilat et que comme la raison du plus fort, le plus fort étant celui qui a les armes, sera la meilleure, il préfère renoncer parce que à tous les niveaux, les conditions ne sont pas remplies pour qu'il y ait des élections. Renoncer, oui, mais est-ce que dans le contexte tchadien, je sais qu'il y a d'autres candidats en course, est-ce que le renoncement, le désistement de Saleh Kebzabo n'est pas un épiphénomène? Oui, parce que de toute façon, au Tchad, comme dans beaucoup d'endroits, hélas, la messe est déjà dite. Voyez-vous, la messe est dite. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes phénomènes en Afrique subsaharienne francophone. Vous avez toujours des oppositions émiettées, vous avez toujours un pouvoir qui est ancien et qui, à chaque fois, travaille à sa pérennisation par tout moyen. Je dis plus illégaux parce que c'est toujours par les instruments de la loi qu'on arrive à faire pérenniser un pouvoir en lui donnant toutes les justifications légales et juridiques possibles. Donc c'est ce qui se passe au Tchad aussi. Et il n'y a pas de raison que le Tchad fasse exception. Écoutez, après la Côte d'Ivoire, la Guinée, pourquoi voulez-vous que le Tchad s'illustre autrement? Bon, on aura le même phénomène avec le Koukao. Vous voyez, ici, le Burkina Faso et le Niger ont fait exception et on est forcé, en tout cas, de dire bravo et de saluer la prouesse démocratique que ces deux pays ont accompli. Mais les autres, ils restent dans des postures de cancre et M. Saleh Kebzabo est en train de dire non, comme les autres fois, à chaque fois qu'on y est allé, on n'a pas trouvé les moyens légaux nécessaires pour compétir dans les conditions satisfaisantes, et que cette fois-ci, vu la débauche de violence qui commence déjà, avant même qu'on ait déclaré une candidature, on est déjà coupable de quelque chose. Allez comprendre pourquoi. Pourquoi je vais y aller? Je ne vais pas y aller, et puis c'est tout. Comme ça, on lui laisse le pouvoir qu'il défend si jalousement, et puis bon, au moins il nous foutra la paix. Pour Idriss Déby, la candidature de Yaya Dillo est peut-être perçue comme une provocation, d'autant que ils sont de la même ethnie, c'est des Agawa, ils sont même quasiment parentés. Et alors, donc il a peut-être peur de cet émiettement des voix dans son propre fief.
Oui, mais attendez, quelles que soient les raisons, écoutez, c'est pas parce qu'on est du même village, de la même ethnie ou du même parti qu'on ne peut pas débattre d'idées et compétir dans le cadre d'une élection qu'on veut démocratique. On peut même être frères et sœurs. S'il plaît à un de mes frères de se présenter contre moi, mais écoutez, je lui souhaite bonne chance. Allons-y, débattons-en. Mais ça ne nécessite pas qu'on aille prendre les armes pour aller sortir les gens de chez eux en tuant mère et neveu ou fils. Non, ça se justifie pas. D'accord. La France, maintenant, on finit par là. Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président a annoncé qu'il allait faire appel. C'est une première pour un président de la Ve République. Nicolas Sarkozy, reconnu coupable, condamné lundi 1er mars à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence. L'affaire avait commencé dans les années 2014. C'était avec son avocat Thierry Herzog. Qu'est-ce qu'on va dire ici, hein? J'ai écouté un peu les débats sur l'affaire et je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de soutien à Sarkozy. On parle d'acharnement judiciaire contre l'ancien président. Vous faites aussi cette même lecture? Absolument pas. Non, je ne parle pas d'acharnement judiciaire parce que ici, au moins, il y a des faits. D'accord? Et le fait d'être ancien président de la République ne vous met pas du tout au-dessus des lois. Et lorsque on essaye de vous appliquer la loi dans sa rigueur, il n'y a pas de raison, du fait que vous ayez été président de la République, de vous aménager un traitement de faveur. Non. Donc quand on dit acharnement, je dis non, c'est parce qu'il y a des faits. L'affaire Paul Bismuth, c'est des faits. C'est un ancien chef d'État qui va prendre une autre ligne avec un pseudo pour pouvoir communiquer avec son avocat. Et là se trouve tout le problème. C'est-à-dire que ici, malgré la ratification de la Cour de cassation, qui a dit que dans cette affaire, cette écoute était nécessaire et légale, il y a un danger pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire vous-même ici, si demain il existe une procédure contre vous et que vous êtes en relation avec votre avocat, sachez que cette relation et les communications que vous avez avec cet avocat ne sont plus protégées parce que la Cour de cassation a franchi ce Rubicon. C'est quelque chose qui fait peur et on n'a pas, parce que c'est Sarkozy, le droit de dire, en plus c'est Sarkozy, c'est possible, parce que je ne sache pas que ce soit le plus dangereux des gangsters, un ennemi public numéro 1, contre lequel il faut absolument saper les principes pour le faire tenir dans la nasse de la justice. Non. Il y a des faits. Il y a d'autres faits. Avant, ceux-là, ceux qui ont fait l'objet du dernier jugement du 1er mars, c'est corruption et trafic d'influence. Bon, mais dans les autres affaires, il y a des faits. Non, à chaque fois, je dis, c'est toujours le problème. Donnez-moi les faits, je vous donnerai le droit. S'il n'y a aucun fait pouvant recevoir une qualification juridique et pénale, on peut parler d'acharnement. Mais là, malheureusement, nous avons affaire à un homme politique qui, peut-être par son tempérament, peut-être aussi par son engagement, parce que on peut dire beaucoup de choses de Sarkozy, sauf que c'est quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il fait. Il provoque les foudres de la justice. François Hollande a été président en France. Est-ce que vous avez entendu qu'il est poursuivi pour quoi que ce soit? Non. Ça veut dire. Je veux pas dire qu'il est blanc comme neige et que il est devenu un parangon de vertu. Mais voilà, pourquoi parle-t-on dans le cas de Sarkozy d'acharnement judiciaire alors que d'autres chefs d'État sont passés avant lui qui n'ont jamais été poursuivis en quoi que ce soit? Valéry Giscard d'Estaing, jusqu'à sa mort récemment, n'a pas fait l'objet de poursuites du fait qu'il a été président de la République. On ne lui a pas reproché grand-chose. On lui a reproché des faits politiques. On lui a reproché
des manquements politiques, mais pas des faits qui étaient pénalement répréhensibles. Voilà pourquoi je récuse cette défense qui consiste à s'installer dans la victimisation en disant « on s'acharne contre moi ». Pourquoi lui en voudrait-on à lui plus qu'à d'autres? Est-il une menace pour un pouvoir en place? Non, même pas. Du dernier rempart de la droite. C'est lui qui le dit. Mais rien ne dit que ce soit vrai d'ailleurs, c'est pas vérifié. Beaucoup à droite le pensaient déjà fini. Écoutez, c'est quand même contre lui qu'un certain François Fillon a gagné les primaires. On sait ce qui est arrivé à Fillon. Est-ce qu'on a dit que c'est un acharnement? Est-ce que c'est la gauche qui s'acharnait contre Fillon? Non, il faut arrêter ça. C'est pour ça que, en fait, quand la défense d'un homme politique devient, dans l'arène judiciaire, hein, une affaire politique où à tout craint on veut politiser toutes les affaires et toutes choses, ça devient insipide parce que sincèrement ça fait plus sérieux, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait des égards qu'on doit avoir pour le président de la République qu'il a été? Il me semble qu'il a été traité avec tous les égards convenables. Mais dites-moi, à quel moment est-ce qu'on a manqué de respect à sa fonction? Non, écoutez, nous sommes dans un système qui postule la séparation des pouvoirs et qui est fondé sur, disons, l'indépendance de chacun des pouvoirs. Alors pourquoi est-ce que un magistrat devrait, en face d'un homme de pouvoir, exécutif, législatif, se mettre à genoux? C'est-à-dire, bon, monsieur le président, ou monsieur... Oui, pas seulement. Quand on a été ancien président, on est président à vie. Bon, monsieur le président, je suis désolé de devoir vous mettre en examen. Non, il met pas ça dans le PV. Mais monsieur Sarkozy de Nagui Bosca, Nicolas, je vous mets en examen pour telle chose. Voici les charges que je retiens contre vous. C'est comme ça que ça devrait se passer dans une démocratie normale. Alors quand c'est monsieur Sarkozy, il ne me semble pas qu'il faille adopter des attitudes spécifiées pour rendre hommage aux fonctions qui ont été les siennes. Maître Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est un plaisir. Tout de suite la pause et juste après ce sera regard croisé.